peut-être juste en attendant, Madame Yata, est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous avez utilisé le manuel, à partir de quand et dans quel contexte? Oui, oui, je l'utilise depuis, très longtemps, le MC1 donc, Ouais, et cette année, je vais commencer avec le A2, avec le MC2. avec, c'est quoi? C'est en université? C'est dans Oui, une c'est école? ça. Mmh. D'accord, d'accord, Dominique, tu es à Shizuoka, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Mmh. Mmh. d'accord, super. Bon, bah, donc, justement, donc le manuel, le but donc l'objectif principal du manuel, c'est justement, d'accompagner en fait les étudiants, intermédiaires qui, bon, après une année, d'enseignement, où ils ont appris les bases du français, ou si vous avez utilisé Moi Je Communication A1, ils ont eu, l'occasion de commencer à faire leur premier dialogue, d'échanger avec d'autres étudiants, mais souvent avec des phrases qui sont assez stéréotypées, dont le but est de leur apprendre en fait les bases du français. Et quand ils progressent de niveau, ils ont envie de faire plus, ils ont envie de communiquer de façon plus fluide, avec, enfin, d'utiliser le français qu'ils ont appris. Mais le problème, c'est qu'il y a un souci de niveau qui se pose, en fait. C'est-à-dire que la plupart des étudiants, en réalité, n'ont pas assez de vocabulaire et n'ont pas assez, de structure pour pouvoir tenir une conversation qui soit fluide et qui puissent être improvisés, qui ne suivent pas un modèle qui a été, travaillé en cours, mais ils ne sont pas capables, en fait, d'avoir une conversation, quel que soit le sujet, d'une certaine façon. Et donc le but du manuel, sur lequel on a travaillé, c'est d'essayer d'amener, les étudiants à tenir une conversation fluide en français. Donc ça, c'est le but principal et pour y parvenir, il y a 2 éléments qui sont très importants à mon avis dans ce manuel. La première, c'est que, même si le but, c'est la conversation, on ne fait pas que de la communication orale, dans le manuel. Il y a beaucoup, en fait, d'écriture, beaucoup de travaux d'écriture, parce qu'il faut pour qu'ils puissent progresser à l'oral, il faut qu'il y ait un passage, par l'écrit, notamment pour qu'ils aient le temps de travailler, leurs réponses, leur façon de rédiger, en fait, en français, avec l'idée que leur travail écrit va les soutenir à l'oral et que le travail qu'ils vont faire à l'oral va aussi les soutenir, à l'écrit. Donc les 2 vont se répondre et le deuxième point, important, c'est la distinction qu'on fait dans le manuel entre les leçons de compétences et les leçons de conversation. L'idée, c'est que pour tenir une conversation à l'oral, en fait, il y a 2 choses qu'ils doivent travailler. La première, c'est qu'ils doivent apprendre à s'exprimer dans une langue étrangère. Donc, ils doivent acquérir du vocabulaire, des structures linguistiques fondamentales, mais aussi, des éléments de pragmatique, en fait, pour apprendre à s'exprimer en français, à, pouvoir, expliquer, des mots, pouvoir décrire des choses. C'est un certain nombre de compétences, en fait, qui sont souvent pas directement travaillées dans les manuels et qui, en fait, sont essentielles pour être capable, plus tard, de tenir une conversation. Donc ça, c'est l'objet des leçons de compétences. Mais il y a un 2e élément qui est très important, a aussi des éléments métalinguistiques d'ailleurs, c'est, d'être capable de tenir une conversation. C'est-à-dire d'être capable, d'avoir une conversation qui soit intéressante, de pouvoir relancer son interlocuteur lorsqu'on sent que la conversation s'essouffle. Toutes ces pratiques en fait qui nous permettent, d'être des artistes de la conversation et on va essayer d'amener les étudiants à devenir des artistes de la conversation en français et ça, c'est l'objet donc des leçons de conversation. Donc je vais faire un partage d'écran pour vous montrer, la table des matières, du, manuel. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et de m'interrompre, il y a aucun problème, voilà, je veux pas vous inquiétez pas, hein, je veux pas parler tout seul, pendant 1 heure et demie, donc n'hésitez pas. Donc voilà la table des matières actuelles et vous voyez que, donc il y a des leçons bleues et des leçons, rose saumon. Les leçons bleues sont les leçons de compétences inscrits ici en compétences. Et les leçons rose saumon sont les leçons de conversation. Petite coquetterie de notre part, les leçons de compétences utilisent des impératifs et les leçons de conversation utilisent des questions. Donc, on va alterner ces leçons. Ça permet d'apporter de la variété aussi dans les cours.
parce que la structure en fait, de ces leçons va différer. Le type d'exercice qu'on va faire notamment va différer et ça va permettre aux étudiants de se confronter à différents aspects en fait, du travail en langue française et ça évite qu'ils s'ennuient aussi, hein. Donc, c'est un élément qui, à mon avis, est important. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer concrètement comment on travaille une notion de compétence et comment on travaille une notion de conversation, en tout cas comment ça a été pensé dans le manuel. Pour cela, je vais prendre l'exemple de la leçon 3 et de la leçon 4. Mais ce qu'on va dire, bien sûr, s'applique à l'ensemble du manuel. Normalement, l'alternance se fait de telle façon que les compétences qui sont acquises dans la leçon de compétences vont être sollicitées en fait dans la leçon de conversation. Alors, je sais qu'il y a plein de choses qui doivent être encore un peu abstraites, mais nous allons regarder ensemble tout de suite les leçons et vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair. Ce qui différencie donc les leçons de compétences, c'est en réalité le type d'activité qui va être fait. Dans les leçons de conversation, donc là, on va regarder la leçon 4, vous avez un sujet de conversation. Ici, c'est de parler de sa ville natale. Et les étudiants vont avoir un certain nombre de questions qui sont liées au sujet de conversation. On propose un modèle de réponse et en s'inspirant de ce modèle, ils vont pouvoir rédiger leur réponse. Et ensuite, ils vont avoir une activité centrale qu'on appelle parler, où ils vont faire une discussion par groupe de 4 en se basant sur les réponses qu'ils ont écrites et où ils vont donc pouvoir discuter de façon libre. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui est fait dans Moi Je Communication A1, donc dans le manuel de première année, sauf que vous voyez tout de suite que le modèle est beaucoup plus libre. Donc, il n'y a plus les réponses types avec les petites modifications que peuvent faire les étudiants. L'idée, c'est que maintenant, ils sont à un niveau intermédiaire. Ils peuvent s'exprimer librement et on ne peut plus cadrer exactement ce qu'ils doivent dire, en fait. Alors, bien entendu, parler à 4 autour d'un sujet de conversation, c'est quelque chose de difficile. Et donc, on va les amener progressivement à être capables, en fait, de réussir cette activité. Donc ça, c'est l'activité centrale de la leçon de conversation. Je reviendrai sur la leçon de conversation, mais ça permet de bien comprendre les leçons de compétences. Donc, la leçon de compétences, l'activité centrale peut être, selon les leçons, soit une activité d'écriture, soit une activité de communication orale. Ici, il s'agit d'une activité d'écriture. Et tout ce qu'il y a avant l'activité, c'est-à-dire la structure de base qui est expliquée, le vocabulaire et la grammaire, vont être là pour aider les étudiants à réaliser l'activité. Je pense que c'est une autre chose qui est importante pour comprendre la logique du manuel, c'est que chaque leçon tourne autour d'une activité centrale qui va prendre l'essentiel du temps du cours. Donc, quelle est l'activité ? Alors, l'activité qu'on propose ici, c'est d'apprendre à expliquer les mots qu'on cherche en fait en français. C'est-à-dire que quand on est en première année, les étudiants, on leur apprend à dire comment on dit « denwa » en français, on dit « téléphone », et comme cela, par une interaction, de demander en fait au professeur le mot qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a une limite à cet exercice, c'est qu'il faut que l'interlocuteur parle japonais. Et par ailleurs, ça brise en fait le mouvement de la conversation, puisqu'on est obligé de passer par une langue étrangère, enfin en tout cas par une autre langue que le français, pour avoir une explication du mot. Donc l'idée, c'est que maintenant, ils sont à un niveau intermédiaire. Il faut qu'ils apprennent à expliquer les mots qu'ils ne connaissent pas pour que le professeur puisse leur donner le mot juste. Donc, l'activité principale, vous voyez un certain nombre de mots, sandal, geta, umeboshi, tanuki, kotatsu et sento. Et ils vont devoir réfléchir à comment expliquer de façon simple ces mots. Pour préparer cet exercice, donc quand moi je fais cette leçon, je commence par leur donner la structure de base en fait, de l'explication que vous trouvez à gauche. Donc, une structure très simple. Donc, l'idée, c'est de… Bien entendu, il y a des
milliards de façons d'expliquer un mot comme sandales, mais on va leur donner une structure qui va leur donner une base, en fait. Et la structure, c'est un mot de catégorie. Donc, par exemple, pour sandales, ce serait chaussures. S'ils ne connaissent pas chaussures, ils peuvent même utiliser vêtements. Mettre des adjectifs pour essayer de qualifier cet objet. Donc, par exemple, pour des sandales, ça pourrait être c'est des chaussures ou ce sont des chaussures ouvertes. Ensuite, un pronom relatif et on essaye de donner une caractéristique à cet objet. Par exemple, pour des sandales, c'est des chaussures ouvertes qu'on porte en été. Donc, la structure à gauche explique en fait le mécanisme par lequel ils vont pouvoir réussir l'activité. Si vous regardez le vocabulaire qui est présenté ici, c'est le vocabulaire qu'ils vont aussi être amenés à solliciter dans l'activité. Et les points de grammaire qui sont marqués sous forme de rappels grammaticaux. Hein, on n'a pas d'explication très, très longue de grammaire dans le manuel. Mais là, évidemment, le point de grammaire qui doit être révisé, c'est les relatives qui sont un élément complexes en fait de la langue française et qui ne sont pas maîtrisés par expérience, ni au niveau A2, ni au niveau B1, et même au niveau B2, les étudiants se trompent encore très régulièrement. Alors, sur la grammaire, donc c'est sous forme de notes, parce qu'en fait, on laisse le soin au professeur d'expliquer comme il veut, quand il veut et de la façon qu'il veut, parce que ça dépend des étudiants qu'il a en face. Et un autre élément important, c'est qu'il s'agit, le manuel, les différentes leçons sont pensées autour des activités et des compétences qui doivent être travaillées. Qu'est-ce qui est intéressant pour les étudiants d'apprendre pour pouvoir être capable de s'exprimer en français? Donc, ce n'est pas un livre de grammaire. Et à aucun moment, on a fait une leçon en se disant on doit voir tel point de grammaire, donc on va faire cette leçon. À chaque fois, la réflexion a été inverse. Ça a été qu'est-ce qu'on veut apprendre aux étudiants? Ah, dans ce cas-là, il y a ce problème de grammaire qui se pose, donc ici le relatif. On va juste proposer un petit rappel. Par ailleurs, vous trouverez à la fin de la leçon un exercice à donner en devoir qui permet de travailler le point de grammaire de la leçon. Voilà, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les différentes leçons. Donc, une fois que vous avez vu ça avec les étudiants, on passe à l'activité. Alors, les activités sont toutes pensées pour être faites en groupe et idéalement par groupe de 4. Par exemple, ici, concrètement, l'activité, comment moi je la fais en cours, je divise ma classe en groupes de 4 de façon aléatoire. Donc 4, ça veut dire bien entendu qu'il y aura quelques groupes de 3, mais ça, ce n'est pas un problème. Et je demande aux étudiants de chaque groupe de réfléchir ensemble à chacune des questions et de rédiger ensemble quelque chose. Alors, j'insiste sur le « ensemble ». Le travail par groupe, ça ne veut pas dire que chaque étudiant travaille individuellement dans le groupe. Ça veut dire qu'ils réfléchissent ensemble et chaque groupe doit écrire la même chose. Il y a plusieurs intérêts pour le professeur, mais un intérêt simple, c'est que lorsqu'on va corriger, si j'ai, par exemple, une classe de 24 élèves, on va même dire 23 parce que, du coup, ce n'est pas divisible par 4, donc c'est plus facile à comprendre. Donc, on va avoir 6 groupes, 5 de 4 et 1 de 3. Ça veut dire qu'on aura 6 propositions. Donc, 6 propositions, c'est possible de prendre le temps au tableau de corriger les différentes propositions des étudiants. Alors que si chaque étudiant faisait une proposition, avec 24 étudiants, je ne m'en sortirais pas. D'accord ? L'autre intérêt du travail par groupe, c'est lié à un autre élément. Vous voyez ici une petite icône d'ICO interdit juste à côté de l'activité. L'idée, c'est que cette activité, on va demander aux étudiants de la faire sans dictionnaire. Pourquoi? Parce que s'ils utilisent le dictionnaire, au lieu de mobiliser le français qu'ils ont déjà appris, soit en première année, soit le vocabulaire qu'on donne dans le cours, ils vont penser en japonais, ils vont chercher la traduction et ils vont vous écrire la traduction. Ça va faire des phrases qui sont incompréhensibles. Et c'est un des écueils principaux qui fait qu'ils ne sont toujours pas capables d'avoir des conversations en fait en français, parce qu'ils sont toujours dans cette logique de la traduction. Donc, on interdit pour cet exercice le dictionnaire et ça rend l'exercice, bien entendu, assez difficile. Par exemple, je ne sais pas si je prends le mot umeboshi, bah, peut-être que voilà, si vous connaissez le mot prune,
c'est assez facile à expliquer. Si vous connaissez le mot salé, c'est très facile à expliquer. Mais si vous ne connaissez ni prune ni salé, là, ça devient extrêmement complexe. Et probablement que les étudiants ne connaissent pas prune et ne connaissent pas salé. Alors, comment ils vont faire? Bon, l'idée, c'est qu'ils vont essayer d'utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent déjà. Ici, par exemple, vous avez un fruit qui est donné à gauche. Vous avez également salé qui est donné dans la liste de vocabulaire. Donc, ils peuvent dire simplement « c'est un fruit salé » ou ils peuvent dire « c'est un fruit acide ». Ah mince, il n'y a pas acide. Comment on fait? Et en fait, c'est cet exercice-là qui est important pour eux, c'est d'essayer d'utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent déjà. S'ils sont par groupe, en fait, ils vont échanger entre eux. Il y en a un qui va dire « Ah, j'aimerais bien dire soupe paille, acide ». Est-ce que quelqu'un sait comment on dit? Peut-être qu'un étudiant le saura. Peut-être qu'un étudiant l'aura appris dans un autre cours. Ou peut-être qu'il ne l'aura pas appris et qu'ils vont se dire « Non, ça ne marche pas, il faut qu'on trouve une autre stratégie ». Et donc, par les échanges dans le groupe, ils commencent à s'habituer à, en fait, un travail de réflexion qui est le travail de réflexion qu'on fait lorsqu'on parle dans une langue étrangère. Mais au lieu que ce soit dans la précipitation et dans le stress de la conversation, ils ont le temps de réfléchir ensemble, d'utiliser les forces de chacun. L'autre intérêt du travail par groupe, c'est bien entendu que ça dynamise énormément le groupe. Ça fait que les étudiants qui sont un peu en difficulté peuvent être aidés par ceux qui sont plus avancés. Il y a des échanges qui se font. Ceux qui sont moins motivés se sentent obligés de travailler pour ne pas retarder les élèves qui sont plus motivés. Et ça crée une dynamique de classe qui est extrêmement positive, au point que même quand j'ai des petits groupes, ce qui peut arriver dans des classes intermédiaires, même si j'ai par exemple 5 personnes, je préfère faire un groupe de 3 à un groupe de 2 plutôt que de les faire travailler tous ensemble. Parce que par expérience, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont faire ce travail par groupe. Je les laisse un peu réfléchir entre eux et je ne fais pas de correction à ce niveau-là, puisqu'on va corriger au tableau. Alors, l'avantage, encore une fois, c'est qu'on a 6 propositions. Donc, par exemple, sur Sandal, 6 groupes vont faire des propositions. Je vais demander à chaque groupe de me donner leurs propositions. Je vais l'écrire telle quelle en laissant les fautes. Et on va corriger, entre guillemets, tous ensemble, de dire « Ah ben, voilà, votre phrase, elle est très intéressante, mais regardez, il y a un petit élément qui est bizarre ici, il y a une faute. » Et souvent, simplement en l'indiquant, le groupe va pouvoir l'identifier. Monsieur Lopez, je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bonjour. Déjà, je suis un grand fan du livre Moi-je que j'utilise. Donc, Super. rendons à César ce qui est à César. C'est du beau travail. Merci. J'ai une question pour cette double page, donc 16-17 que l'on voit actuellement. Quel est le budget temps que tu préconises, si je peux tutoyer, c'est que tu préconises, tu penses que combien de temps pour faire cette double page? Alors, l'activité, si vous la faites bien, je pense qu'on est sur 1 heure d'activité très facilement. Donc, les explications plus l'activité, surtout si vous faites un test de vocabulaire au début du cours, ce qui est ce que je fais, on est très facilement sur 1h20 de cours juste pour cette double page. Après, ça va dépendre de vos groupes, du nombre d'étudiants. Si vous avez moins d'étudiants, bien sûr, ça va aller plus vite, et de votre façon de travailler. D'ailleurs, peut-être que je peux directement avancer là-dessus parce que justement, la logique des leçons, c'est que donc, vous avez l'activité centrale, principale. Tout ce qui est avant prépare l'activité. Et tout ce qui est après doit être pensé comme un peu du bonus, différents exercices qui vont tourner autour de l'activité qui a été travaillée. Alors, je vais y revenir dans 2 secondes. Je veux juste que ce soit bien clair sur cette activité. Donc, correction au tableau. On demande à chaque groupe leur phrase, etc. Et un des intérêts de la correction en commun, c'est d'abord de montrer que chaque proposition des groupes sont intéressantes. Et souvent, ils ont des idées. Moi, c'est un cours que je fais depuis très longtemps. Ils ont souvent des idées originales. Voilà, par exemple, sur le kotatsu, régulièrement, il y en a qui disent c'est une table qu'on utilise pour manger des mandarines, par exemple. C'est quelque chose qu'on entend. Voilà, des choses un peu détournées, un peu amusantes. Et donc, ça permet de mettre en valeur, en fait, ce travail créatif.
et de montrer que ce travail créatif est plus important que les fautes. Mais ça n'empêche pas de corriger les fautes, et notamment les fautes importantes. Donc, par exemple, ici, je ne vais pas trop rentrer dans la mécanique de cette leçon en particulier, parce que c'est plus pour vous donner une idée d'ensemble. Mais par exemple, ici, il y a un élément qui ressort souvent, c'est dans les premières phrases, par exemple sur les sandales, ils vont dire « ce sont des chaussures que nous portons en été ». Donc, ils vont utiliser le « nous » ou « il ». En fait, ils ne savent pas très bien quel pronom utiliser dans ce cas-là. Donc là, c'est un moment où vous pouvez dire, ben non, vous les laissez dire nous, vous écrivez au tableau, et c'est là où vous pouvez dire, ben regardez, peut-être que on serait bien ici, et commencer à expliquer les spécificités de l'utilisation de. Et je pense que c'est pour ça que cette activité prend du temps, c'est que l'intérêt, c'est de les laisser se tromper, les laisser être créatifs avec la langue. Et c'est de leurs réponses, en fait, que va naître des interactions qui vont être intéressantes, en fait, et qui vont leur permettre de progresser. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Mallory, je vous en prie. À propos du test de vocabulaire Ouais. dont vous parliez au début, c'est sur le vocabulaire présenté dans la structure qu'ils doivent voir avant le cours ou Alors, à titre personnel, ce que je fais, c'est que le vocabulaire qui est dans les boîtes de vocabulaire, plus le vocabulaire de la structure, plus tous les mots que j'ai écrits au tableau, et à la fin, j'efface en fait les mots que j'utilise, que j'estime pas spécialement utiles. Hein. Donc, ça ne veut pas dire tout, mais je fais en fait un choix de mots qui ont ressurgi de leur proposition. Par exemple, je prenais l'exemple d'acide. Pendant la conversation, ils cherchaient le mot acide. Je leur dis, bah voilà, acide, c'est un mot qui est utile, en fait. Donc, je vais le noter au tableau, ça fait partie du vocabulaire. Et tous ces mots-là, en fait, au début du cours, je fais un test vraiment de 5 minutes où je leur donne 5 mots en japonais et ils doivent me donner le mot en français. D'accord, merci. C'est un des intérêts je pense, de la façon de penser les activités de ce manuel. En fait, quand vous interdisez le dictionnaire, les étudiants vont très vite se rendre compte que les mots qu'ils apprennent sont extrêmement importants. Parce que plus ils ont de vocabulaire, plus les activités seront faciles à faire et plus elles seront amusantes. Et c'est quand même bien de leur mettre une petite pression, de les obliger à apprendre le vocabulaire. Voilà, c'est la motivation des notes, c'est quand même très utile. Et le vocabulaire qu'on a mis, on l'a vraiment pensé en essayant de limiter aux mots qui sont nécessaires, enfin qui sont à la fois essentiels pour l'activité, mais qu'on juge voilà, du vocabulaire qui sera utilisable de beaucoup de façons en fait dans la conversation. Vous verrez parce qu'il y a des conversations aussi dans le manuel, il y a du vocabulaire de fin de conversation qui est mis à part en fait, parce qu'il y a des mots dedans qui ne sont pas spécialement utiles, mais qui sont juste importants pour comprendre la conversation. Et pour moi, c'est un distingué du vocabulaire qui est mis dans des boîtes de vocabulaire. Vous avez la prononciation qui est là du vocabulaire qui doit être mémorisé. Monsieur Lopez, oui, je vous en prie. Je voudrais revenir sur l'histoire du test de vocabulaire. Ça m'intéresse beaucoup, cette histoire. Dans l'idée, dans ta conception de cette activité, donc est-ce que tu le fais en 2 fois, en 2 cours ou en un seul cours? Est-ce que tu fais à la fin de ton cours le vocabulaire ou est-ce qu'au début du cours, tu fais le vocabulaire, le test de vocabulaire, etc. Enfin, comment vois-tu cette activité en nombre de cours? Alors, pour moi, et la façon dont le manuel est pensé, j'aurais d'ailleurs dû commencer par ça, mais il y a 24 leçons, donc 12 leçons par semestre avec 2 examens. Donc, chaque leçon peut être faite en un cours. Ça ne veut pas dire que vous avez, enfin, je veux dire, après, ça va dépendre de votre façon de travailler, de la dynamique de la classe, etc. Mais chaque leçon a été pensée pour être faite en un cours. Le test de vocabulaire, ça prend vraiment pour moi 5 minutes. En fait, je leur donne, j'ai une feuille de vocabulaire, une seule feuille, je leur distribue en fait avec leur nom dessus. Et au début du cours, ils reprennent leur feuille, ils font le test sur, en fait, il y a des cases pour chaque semaine, ils font le test de vocabulaire de la semaine, ils me la rendent, je note pendant qu'ils font un exercice, pendant qu'ils préparent l'activité, par exemple, je note très rapidement, c'est juste 5 mots de vocabulaire, ça me prend vraiment 10 secondes. Et comme ça, j'ai toutes les semaines un petit test de vocabulaire, ça me prend vraiment 5 minutes.
je corrige les exercices de la semaine dernière dont on va parler, enfin des devoirs, et ensuite j'explique et on fait l'activité. Moi, les explications, je les fais vraiment très rapidement parce que je préfère en fait qu'ils commencent l'activité quasiment immédiat stress et ensuite je reprends avec eux. Par exemple, là, sur l'activité, je ne vais pas parler des relatifs tout de suite. En fait, je vais juste rapidement leur présenter la structure et le vocabulaire et je vais leur demander par groupe de faire juste le premier. Et je vais les laisser se tromper en fait sur les relatifs. Et c'est à ce moment-là que je vais leur dire « Ah, les relatifs, vous l'avez fait l'année dernière, vous vous souvenez, comment on peut savoir ?» Ah oui, et essayer de réfléchir avec eux. Plutôt que de leur expliquer les relatives de façon très précise et ensuite de leur faire faire, je pense que pour eux, c'est plus parlant lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté et que vous leur donnez la façon de résoudre cette difficulté, c'est plus efficace que d'annoncer une difficulté à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est que ça va prendre en effet l'essentiel du cours. Et je vous propose justement de parler de la suite, puisque c'est lié en fait à la durée des leçons. Alors, vous dites, ah, il reste encore 2 pages, ça peut paraître très long. En fait, ça ne l'est pas. Sur tout ce qui est post-activité, donc ce sont des choses ce sont des différents éléments qui vont permettre d'illustrer ce qui a été appris. Donc, la première chose, c'est que vous avez des petits dialogues à trous, donc pour un petit exercice d'écoute, qui va montrer différentes variations sur la compétence qu'ils ont acquise, en fait. Donc là, ce qui est d'expliquer des mots. Donc chaque petit dialogue, ici, 1, 2, 3, 4, va montrer des petites interactions possibles entre 2 natifs qui vont utiliser, en fait, ce qu'ils ont appris. Donc là, 2 natifs qui discutent, et exactement un natif et quelqu'un qui ne parle pas très bien français, parce que les mots sont relativement simples, en l'occurrence, mais généralement, c'est plutôt deux natifs. Mais ici, c'est plutôt un natif et un non-francophone. Et voilà, il y a un mot qui émerge de la conversation qu'il ne connaît pas et il demande. Et l'autre va lui expliquer. Et c'est cette explication qu'ils vont devoir essayer de saisir en écoute. Un des intérêts, c'est que l'exercice peut paraître difficile, mais comme ils ont travaillé les structures et le vocabulaire avant, en fait, lorsqu'on donne cet exercice, ils sont préparés. Parce que les structures, ici, les réponses, vont utiliser la structure C, mot de catégorie, la relative, qu'ils ont apprise et qu'ils ont appliquée dans l'exercice. Ces dialogues, vous pouvez les faire si vous reste du temps de cours à la fin. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, vous pouvez faire une correction ensemble, mais ça peut être aussi donné en devoir, sachant que les étudiants auront bien entendu accès au son, comme les professeurs sur le site, et également, pour ceux qui le veulent, ils pourront télécharger également l'ensemble des MP3 en fait, de la leçon pour installer sur leur téléphone. Le deuxième élément qui est donc post-activité, ce sont des conseils pour mieux converser. Dans les leçons de compétences, dans chaque leçon, vous avez un petit paragraphe écrit, de temps en temps une petite BD comme ici, mais souvent c'est juste un petit paragraphe écrit qui va essayer de les faire réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire parler dans une langue étrangère. Donc là, ici, la BD montre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous êtes débutant, vous pouvez demander, comme vous le voyez ici dans la bande dessinée, vous pouvez demander les traductions des mots que vous ne connaissez pas. Mais lorsque vous progressez, si vous parlez avec un Français et qu'il y a un mot que vous cherchez, donc ici, par exemple, vous voyez, la jeune fille veut dire qu'elle est allée à la piscine, elle a un trou, elle ne se souvient plus comment on dit piscine, et ben, elle va expliquer le mot. Et c'est le natif qui va lui donner. Et c'est ce qui permet d'avoir une conversation qui est vivante et fluide. Donc, ces petits textes, ils peuvent être travaillés en classe si vous le voulez. À chaque fois, ils sont en français et en japonais. Mais ils peuvent être juste donnés à lire à la maison. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler si vous pensez que ce n'est pas important. Ou ça peut être au contraire l'occasion pour vous de donner des exemples. Voilà, si à la fin du cours, vous voulez discuter un peu en français ou en japonais et de parler de votre propre expérience, par exemple en japonais. Parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience. Lorsqu'on parle en japonais, on se retrouve souvent à devoir expliquer des mots qu'on ne connaît pas. Alors, on va chez le dentiste et puis il vous parle, voilà, vous dites que vous avez mal à la molaire. La molaire, ce n'est pas facile à dire, je ne sais pas comment dire en japonais. Vous lui expliquez. Et voilà, moi, souvent, j'essaye de donner comme ça des petites expériences personnelles pour leur montrer aussi que c'est universel, en fait. Ce n'est pas lié au fait d'être japonais et d'apprendre le français. C'est quelle que soit la langue, il faut apprendre à expliquer les mots. Et le dernier élément, ce sont donc les exercices qui reprennent les points de grammaire. Donc là, c'est le placement des adjectifs et les relatives.
que je donne en devoir. Donc, je sais qu'il y a 2 pages après les activités. Ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est des choses qui peuvent être données de façon optionnelle si vous avez pris beaucoup de temps dans l'activité. Ou au contraire, si vous reste du temps, ben, vous pouvez vous dire, bon, ben, écoutez, il nous reste du temps, on va bien lire les dialogues ensemble, voire faire les devoirs pendant le cours. Est-ce que ça vous éclaire sur le timing de la leçon? Super. Donc, je poursuis tout de suite. N'hésitez pas hein, à poser des questions hein, en cours de route et on aura un petit temps, bien entendu, de questions après. Mais le deuxième titre de leçon, c'est leçon de conversation. Donc, les leçons de conversation, on a essayé de trouver, donc, si on fait la division, ça fait 12 sujets de conversation qui soient des sujets de conversation intéressant lorsque vous parlez avec un natif et voilà, la situation type que moi j'avais toujours en tête quand je choisissais ces sujets, c'était l'étudiant qui part en échange ou qui va en France et qui se retrouve à parler avec un Français. De quoi il peut parler? Qu'est-ce qui peut lui permettre d'engager avec ce Français? Donc ici, le sujet, c'est la vie natale, mais une des perspectives qu'on va donner dans cette leçon, c'est qu'il doit apprendre en fait à parler du Japon. Parce qu'une des choses qu'ils ont à vendre aux Français, pour que les Français acceptent de parler avec eux, de prendre le temps de parler avec quelqu'un qui ne parle pas très bien, bah, c'est de parler du Japon. Il y a beaucoup de Français qui s'intéressent au Japon et il faut qu'ils apprennent à parler du Japon. Donc la structure des leçons de conversation, elle n'est pas si différente en fait des leçons de compétences, mais le point principal, c'est ce sujet de conversation qu'on va décomposer en un certain nombre de sous-questions avec un modèle de réponse dont ils peuvent s'inspirer pour leur propre réponse. D'accord ? Donc, le passage à l'écrit, il est nécessaire au niveau A2, pour les intermédiaires de plus bas niveau, parce qu'ils ne peuvent bien entendu pas, comme ça, à bout de pourpoint, se lancer dans une conversation qui est en réalité assez complexe. De la même façon que pour les leçons de compétences, on a du vocabulaire, qui est du vocabulaire qui seront amenés à mobiliser, des points de grammaire qui ressortent en fait du sujet de conversation, et l'activité principale qui sera donc la discussion qu'ils vont faire. Pour pouvoir faire cette discussion par groupe, on a besoin d'une activité de préparation. Alors, en réalité, l'exemple que j'ai donné de la leçon 3 était un peu contre-intuitif, mais dans la plupart des leçons de compétences également, la dernière activité va être l'activité principale, mais avant, vous allez avoir des activités préparatoires, notamment lorsque l'activité est complexe. Donc, au lieu de donner une activité trop difficile d'un coup, on va préparer les étudiants pour qu'ils puissent réussir. Donc, dans la logique de cette leçon, l'activité principale, c'est cette discussion par groupe à 4, une discussion libre, c'est difficile. Pour qu'ils y parviennent, il y a 2 choses qu'ils doivent travailler. Alors, bien sûr, ils doivent réfléchir à leurs réponses et les mettre à l'écrit, ça c'est très bien. Mais il y a un autre élément qui est très important dans cette leçon, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à expliquer les spécialités culinaires japonaises et les monuments dont ils vont parler. Pourquoi? Parce que souvent, le problème qu'ont les étudiants quand ils parlent du Japon, c'est qu'ils cherchent dans le dictionnaire les traductions, et puis on tombe sur des traductions bizarres, ou alors parfois, ce n'est pas traduit. Et en fait, ils n'arrivent pas à transmettre à leur interlocuteur de quoi ils parlent. Donc, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes à expliquer les choses dont ils parlent. Par exemple, le Himejijo, qui est un château dans la région du Kansai. Un étudiant, voilà, il dit, voilà, je suis de Kobe, il y a le Himejijo, etc. Il ne va pas pouvoir trouver Himejijo dans son dictionnaire. Donc, il va falloir qu'il apprenne à l'expliquer. Comment il peut l'expliquer? Eh ben, c'est un grand château blanc japonais. En réalité, la façon d'expliquer, ça va réutiliser ce qu'il a appris dans la leçon de compétences. Donc, c'est là où vous voyez le lien, en fait, entre le sujet d'expliquer les mots qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le mot français, et le fait de parler, en fait, du Japon.
Donc, ils ont pu travailler cette compétence et ils vont la réutiliser dans la conversation. Cependant, le rôle de cette activité préparatoire, c'est d'attirer leur attention sur un certain nombre de spécificités liées à la traduction. Ici, par exemple, vous avez les problèmes sur les tours. Il y a souvent des tours au Japon et c'est la différence entre la tour Eiffel et la tour de Kyoto, par exemple. Ben, voilà, c'est des petits points comme ça qui vont émerger de cet exercice, en fait. C'est-à-dire en les faisant travailler dessus, comment on peut expliquer des okonomiyaki, comment on peut expliquer un bento. Ils vont travailler, encore une fois, par groupe, ils vont vous faire des propositions, ils vont se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas toujours facile d'expliquer en fait, ces éléments japonais sans utiliser le mot japonais, en fait, d'une certaine façon. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec eux, ça va les préparer, parce qu'ensuite, quand vous regardez la liste de questions qui est ici, donc tu es d'où, qu'est-ce qu'il y a à visiter, sur qu'est-ce qu'il y a à visiter, lorsqu'ils vont donner un lieu touristique, on va poser la question qu'est-ce que c'est. Donc, on va les obliger à essayer de définir ce lieu touristique dont ils ont décidé de parler. Pareil pour les spécialités culinaires. Donc, les exemples des phrases modèles, en fait, illustrent ça. Donc là, par exemple, le sujet de conversation, le modèle utilise l'exemple de Lyon, hein, qui est juste un exemple, hein, bien sûr. Et l'idée, c'est que, bon, bah, voilà, à Lyon, il y a un théâtre gallo-romain. Ben, qu'est-ce que c'est? Si je parle aux étudiants et que je leur dis à Lyon, il y a un théâtre gallo-romain, il est probable qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, je vais bien être obligé d'expliquer ce que c'est, sans utiliser de japonais. Donc là, le modèle, en fait, leur montre ces interactions qui vont mobiliser ensuite lors de l'exercice de conversation. C'est pour ça que l'ordre de travail des leçons de conversation n'est pas complètement intuitif, mais c'était très difficile de le présenter autrement dans le manuel. Quand moi, je le fais, je leur fais lire. Bon, il y a l'audio pour ceux qui préfèrent, c'est possible de leur faire écouter aussi. Moi, personnellement, j'aime bien leur faire lire les questions et les modèles-réponses. Et avant qu'ils écrivent, je discute un peu avec eux du sujet. Donc là, par exemple, il y a un point qui me paraît important, c'est de leur dire que la question, c'est tu es d'où, mais en fait, peu importe. En fait. Ils peuvent parler de n'importe quelle région à laquelle ils sont attachés. Ça peut être leur lieu de naissance, ça peut être le lieu où ils ont vécu, ça peut être la ville où ils ont déménagé. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, surtout, c'est qu'ils apprennent à parler des lieux qu'ils aiment et qu'ils partagent en fait l'amour qu'ils peuvent avoir pour une ville ou pour une région. D'accord? Donc, j'en discute un peu avec eux. Et alors, ce n'est pas écrit strictement dans le manuel parce que c'est à la liberté du prof, mais à ce moment-là, moi, je présente des photos de ma ville, mais il se trouve que c'est Lyon parce que c'est moi qui ai fait le manuel, mais si c'était Tours ou je ne sais quoi, eh ben, je montrerai des photos de Tours et je leur fais un exemple en français, en parlant de façon très simple, en leur demandant d'essayer de comprendre ce que je dis. Donc, ça permet aussi pour eux d'avoir un autre exemple concret, vivant. Une fois qu'on a fait ça, donc ils n'ont toujours pas écrit leur réponse, on fait l'activité. Je préfère faire l'activité avant qu'ils écrivent leur réponse parce que l'activité, en fait, elle leur permet de se préparer. Une fois qu'on a fait l'activité, ça nous a permis de voir les points de grammaire, de voir le vocabulaire, d'avoir peut-être des nouveaux mots qui ont ressurgi. Quand, à ce moment-là, je leur laisse du temps, et là, ce n'est pas par groupe, c'est personnel, hein, puisque c'est vraiment là, ils doivent écrire leur propre réponse. Ils sont armés, si vous voulez, grâce aux exemples, grâce aux activités, pour rédiger leurs propres réponses, sachant que moi, j'ai des groupes entre 24 et 26 élèves. Je ne peux pas tout corriger. Donc, généralement, je passe dans les rangs, je regarde un peu quand il y a parfois des grosses fautes, où je réponds aux questions, bien sûr, mais quand il y a des grosses fautes, parfois, je leur dis, regarde, fais attention ici. Mais je ne corrige pas tout parce que ce n'est pas possible. Ils prennent leurs notes et ensuite, on passe à l'activité principale, qui est donc cette discussion par groupe. Alors, la discussion par groupe, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que c'est différent du travail qu'ils font par pair en première année. Pourquoi on quitte le modèle de la paire? Parce que quand tu travailles par paire, un étudiant va juste se contenter de poser la question, l'autre va lire sa réponse, poser la question, lire la réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est les amener petit à petit à briser ce modèle pour avoir une conversation fluide. Donc, ils doivent discuter sur le sujet et pas simplement se contenter de dire « tu es d'où, tu es d'où, tu es d'où ». Et en fait, à 4, c'est beaucoup plus difficile de faire question-réponse, question-réponse. Et naturellement,
Alors, au début, ça prend un peu de temps, hein, mais vous inquiétez pas, le manuel les accompagne vraiment dans ce sens. Ils vont commencer à avoir des interactions entre eux, à apprendre à, voilà, quelqu'un dit, ah, je sais pas, je suis d'Hiroshima, ah, j'aime beaucoup Hiroshima, j'y ai habité plus tard, par exemple. Pourquoi ces interactions seront possibles? Parce qu'on va, on va leur apprendre en fait à les faire. Alors, de deux façons. Est-ce que j'avance trop vite? Non. Attendez, juste 2 minutes avant. Donc, ils vont faire ces conversations par groupe et vous voyez ici 3 espaces où ils vont pouvoir noter, en fait, prendre des notes sur les réponses des autres. Alors ça aussi, c'est un peu au choix des professeurs, mais j'ai remarqué que quand ils savent qu'ils doivent écrire, je trouve que ça les aide, en fait, à se concentrer. Il ne s'agit pas d'écrire des phrases, hein, parce qu'il n'y a pas la place de toute façon, mais juste de façon un peu, voilà, par exemple, d'où Hiroshima à visiter. Qu'est-ce qu'il y a à Hiroshima? Le dôme, dôme nucléaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Et spécialité culinaire, ça doit être les okonomiyaki d'ailleurs. Chloé, vas-y. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre les étapes de ton cours avant d'arriver à l'activité de discussion? C'est Parce vrai. que je crois qu'il y a un moment où ça a sauté une étape. D'accord. Oui. Alors, d'ailleurs, Chloé, n'hésite pas si tu penses qu'il y a une étape que j'ai oubliée, mais la façon dont moi je le fais, on regarde le sujet ensemble, on en discute un petit peu. Je leur fais lire les questions et les réponses. Je regarde s'ils ont bien compris le modèle, s'il n'y a pas de problème. Voilà, je n'hésite pas à traduire s'il y a des choses qui sont un peu, voilà, qu'ils ne comprennent pas. Je leur donne mon exemple à moi. Donc, je parle de Lyon, je vais montrer des photos en français. Hein. Le cours, il y a beaucoup d'éléments que je fais en japonais, mais ça fait partie des éléments que je fais en français. Ensuite, on fait l'activité par groupe, où là, par groupe, c'est-à-dire que chaque groupe va écrire la même réponse. Une fois qu'ils ont fait ça, qu'on a vu le vocabulaire, la grammaire, que les différents problèmes ont été un peu résolus, je leur laisse du temps pour qu'ils écrivent leurs réponses, ici, qu'ils vont rédiger à l'écrit. Je corrige plus ou moins, je passe, etc. Je réponds aux questions. Et ensuite, toujours par groupe, donc des groupes que j'ai constitués avant, hein, pour l'activité, toujours par groupe, je vais leur demander, en se basant sur leurs notes écrites, de faire une conversation sur ce sujet. Donc, de discuter entre eux d'où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il y a comme spécialité culinaire dans leur région, quels sont les monuments à visiter, etc. etc. Et pour être sûr, les exercices, enfin la grammaire et le vocabulaire, tu fais ça après l'activité en groupe où ils écrivent leurs réponses. Oui, Par en groupe. fait, là encore, je préfère attendre en fait qu'ils deviennent nécessaires. C'est-à-dire Ah, que, d'accord, tu attends en fonction de et, chaque groupe. je veux dire, enfin, voilà, chaque professeur est différent, hein, et je comprendrais tout à fait de vouloir voir le vocabulaire de façon systématique, mais personnellement, je préfère le voir après. Vous remarquerez qu'il y a la traduction en japonais des mots français. Avec certains groupes un peu avancés, par exemple, ça m'arrive de pas voir, de même pas évoquer les boîtes de vocabulaire, mais ils savent qu'elles sont là. Donc, le manuel, il est fait, vous voyez qu'il y a plein d'espaces pour écrire. C'est pareil pour les points de grammaire. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées en fait pour les étudiants pour qu'ils aient une trace écrite en fait de choses qu'ils puissent utiliser dans les exercices. Et pour l'avoir utilisé pendant 1 an, donc dans une version qui était moins aboutie, hein, mais qui était quand même mise en page, très vite les étudiants ils repèrent eux-mêmes et ils vont réutiliser naturellement le vocabulaire qui est ici dans les exercices par exemple ou dans leur propre conversation. Ça va? Oui, merci, Ouais. c'est clair, merci. Non, mais merci pour ta question parce que oui, il fallait en effet que je clarifie, je me rends compte. Donc, pour l'exercice qu'ils vont faire de conversation par groupe, donc au début, bien sûr, ce sera difficile. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de la maturité au fur et à mesure de l'année. Mais il y a plusieurs éléments qu'on va faire pour les aider. Donc déjà, ils préparent leurs réponses à l'avance, donc quand même, ça les aide un petit peu. Une autre chose, c'est les questions complémentaires qui vont devenir dans la suite du manuel, parce qu'on ne veut pas presser trop, questions et commentaires complémentaires. Ici, vous n'avez que des questions parce que voilà, c'est le début, on ne veut pas les effrayer. L'idée, c'est de leur apprendre. Voilà, la discussion est libre. Donc, il n'y a pas que les questions qu'on a vues dans le sujet. Il y a d'autres questions qui peuvent leur venir par rapport à ce que disent les autres. Par exemple, quelqu'un vous parle d'une spécialité culinaire, par exemple les funazushi. Vous n'en avez jamais mangé, vous pouvez demander ça a quel goût. Et donc, à chaque fois, vous avez une question avec des réponses.
Une chose qui est importante, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut poser absolument ces questions. C'est juste une invitation à ce qu'ils réutilisent les questions qu'ils ont vues l'année précédente, qu'ils ont vues dans d'autres cours peut-être, pour ceux qui ont plusieurs cours, et aussi qu'ils ont déjà vues dans le manuel. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des questions parfois qui reviennent, mais ce n'est pas gênant, parce que l'idée, c'est que, en fait, on voit régulièrement ces questions complémentaires qui apparaissent et qui vont aider les étudiants. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec les étudiants, c'est-à-dire qu'avant la conversation, vous pouvez leur dire regardez, là, le manuel propose quelques questions complémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous pourriez penser? D'ailleurs, c'est un exercice qu'il y a dans la leçon numéro 2, exprès pour commencer à enclencher en fait cette réflexion, mais qu'on peut tout à fait refaire à ce niveau-là, ou vous pouvez pas en parler spécialement et laisser les étudiants, encore une fois, les consulter en fait par eux-mêmes, un peu comme pour le vocabulaire. Par expérience, les étudiants, en fait, ils vont s'y référer pour se donner des idées, pour poser des questions. Donc, cette activité, la même façon pour les leçons de compétences, là, quand vous en êtes là et que vous avez fini ça, il s'est passé au moins 1h20. Selon les cas, il va vous rester ou pas du temps, mais de la même façon pour les leçons de compétences, tout ce qui est après, ça doit être pensé comme du plus, comme une nouvelle façon en fait d'utiliser ce qui a été travaillé dans la leçon. Donc, vous voyez à nouveau des conseils pour mieux converser. Donc, comme dans les leçons de compétences, vous avez des petits textes en français et en japonais qui dont le but est de faire réfléchir les étudiants en fait qu'est-ce que ça, enfin, sur la façon dont ils tiennent une conversation en français. Dans les leçons de compétences, c'est généralement des conseils de pragmatique. Et dans les leçons pour mieux converser, un des points centraux, c'est apprendre à dire des choses intéressantes, pour dire les choses de façon très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, les étudiants ont peur de parler avec les Français parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire. Nous, on veut leur apprendre à leur donner le goût du partage de la conversation. Leur montrer que finalement, pour que les gens aient envie de parler avec vous, il suffit d'avoir envie de parler avec eux. Et à partir du moment où vous partagez des choses, vous parlez de votre région, même si dans votre région, il n'y a rien de particulier, ou voilà, vous venez de Saitama, et voilà, il n'y a rien de spécial a priori, ben, en réalité, vous pouvez dire, voilà, à Saitama, à côté de chez moi, il y a une boulangerie absolument incroyable qui fait des gâteaux que j'adore. Ben, c'est intéressant. Et donc, les sons de conversation, comme ça, vont essayer de leur apprendre petit à petit à faire des productions, à faire des conversations qui intéressent les autres, non pas en parlant de choses extraordinaires, mais simplement en prenant du plaisir à partager qui ils sont et ce qui les intéresse. Il y a également, donc, dans les conseils, ici par exemple, le conseil, c'est d'apprendre à parler du Japon. Donc voilà, ils sont japonais pour la plupart, en tout cas ils vivent au Japon, ils ont une bonne expérience du Japon, même pour les étudiants étrangers, et on va leur poser des questions sur le Japon. Pour y répondre, il y a des choses qu'il faut savoir. Voilà. Donc, par exemple, la différence entre les udon et le soba, concrètement, comment on fabrique le udon et le soba, c'est une question à laquelle, quand on vit au Japon, on ne se pose peut-être pas nécessairement, mais quand vous parlez avec des étrangers, ça peut être intéressant de savoir la différence. Comme moi, j'ai appris la différence entre le vin rouge et le vin blanc en venant au Japon parce qu'on m'a posé la question. Donc ça, c'est un exemple que je leur donne assez régulièrement. Donc, ces petits conseils, pareil, c'est un peu optionnel. Ça peut être l'occasion pour vous d'évoquer votre expérience au Japon, de parler un peu de la conversation, de parler un peu de culture aussi, d'interculturel, etc. Vous pouvez aussi passer complètement outre et laisser les étudiants simplement le lire chez eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la traduction en japonais. Vous avez les petits devoirs de grammaire et vous avez une différence principale avec les leçons de compétences, c'est qu'au lieu d'avoir des petites conversations à trous pour voir les petites variations de la compétence acquise, là, vous allez avoir un grand dialogue. Donc, on a un grand dialogue, non pas toutes les leçons, mais toutes les 2 leçons. La particularité de ce dialogue par rapport à d'autres dialogues dans les manuels, c'est qu'il se trouve à la fin. L'idée, c'est qu'il doit être travaillé une fois que tout a été acquis, une fois que la conversation a été faite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce dialogue, c'est une illustration
du sujet de conversation qui a été travaillé grâce aux phrases modèles, grâce aux exercices, mais réalisé par 2 natifs, en tout cas 2 personnes qui maîtrisent parfaitement la langue française. L'idée, c'est que lorsque eux, ils vont faire leur conversation, ils vont apprendre, grâce au modèle, à faire des phrases simples, à échanger avec le vocabulaire qu'ils ont, qui est un peu limité. Et ils vont voir le même sujet, mais traité cette fois par des gens qui, eux, maîtrisent le français. Et ce dialogue, donc vous pouvez leur donner en écoute, bien sûr, leur faire lire. Et ce que j'aime bien, c'est leur montrer des différences, en fait. Par exemple, pour vous donner un exemple de point qui me paraît important, donc vous avez Laurence et Satoshi qui discutent, et Satoshi demande à Laurence d'où est-ce qu'elle vient, et elle lui parle de Lyon. Et Satoshi va demander à Laurence, Lyon, est-ce que c'est une belle ville? Et c'est une façon de poser une question qui est une question de natif. Il ne demande pas « parle-moi de Lyon », comment est Lyon? Est-ce que Lyon, est-ce qu'il y a des monuments à Lyon comme on a travaillé dans la leçon? Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité culinaire qui en fait sont des questions très artificielles? Il va poser une question en fait indirecte. Est-ce que c'est une belle ville? C'est une question qui, de façon implicite, demande à Laurence de parler de Lyon. C'est juste un exemple, mais on a été très attentif au moment de la rédaction de ces dialogues, de montrer en fait ces petites variations qui font la différence en fait. Pareil sur, par exemple, Satoshi ici qui demande un quoi. Au lieu de demander, là c'est sur le théâtre gallo-romain, qu'est-ce que c'est un théâtre gallo-romain, comme on a vu dans la leçon, il va demander un quoi. Voilà, ça c'est une façon très naturelle de parler et vous verrez que dans la leçon, il y a des expressions familières qui sont introduites petit à petit. Par exemple, ici, je t'ai jamais demandé au lieu de je ne t'ai jamais demandé. Vous avez du vocabulaire supplémentaire, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un vocabulaire qui est essentiel, c'est juste un vocabulaire pour la compréhension de la leçon. Je ne demande pas spécialement aux étudiants de le mémoriser. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir donc la dynamique en fait, de la conversation entre 2 natifs. Un point qui est très intéressant, si vous le faites à la fin de la leçon, c'est que le niveau de compréhension des étudiants est exceptionnel parce que tout le vocabulaire, l'ensemble des structures, en fait, ont été vus dans la leçon. Si vous regardez, les modèles, en fait, parlent du sujet qui sera traité dans la conversation finale de façon simplifiée. Ce qui fait que quand ils arrivent ici, ils sont déjà préparés à comprendre. Ce qui fait qu'un dialogue qui, en réalité, est assez complexe, eh ben, pour eux, il devient assez facile à comprendre. Et ça donne une impression pour eux qui est assez chouette. Ils se disent « Ah, mais en fait, je comprends ce qu'ils disent ». Et donc, on triche un peu, parce qu'en fait, on les a préparés à comprendre ce qui serait dit. Mais je pense que ça leur permet d'abord de prendre confiance et, encore une fois, de porter leur attention sur ces petites différences voilà, entre qu'est-ce qui rend un dialogue en fait vivant, qu'est-ce qui rend un dialogue fluide. Et c'est l'autre élément qui est important pour que petit à petit, ils soient capables d'avoir cette conversation par groupe fluide. C'est-à-dire qu'ils vont s'inspirer petit à petit des petits trucs qu'ils auront appris, par exemple un quoi. Eh ben, peut-être qu'un étudiant, enfin je dis peut-être parce que j'ai déjà vu, mais il y a des étudiants qui vont commencer à essayer de le réutiliser au cours d'après. Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont réussir à avoir une conversation qui soit voilà, la plus fluide et la plus naturelle possible. Chloé. Oui, je voulais savoir comment tu faisais travailler cette activité. Est-ce que tu faisais écouter l'audio? Est-ce que tu leur demandais de lire en groupe? Alors, à l'époque, je n'avais pas toujours d'audio, puisqu'on était encore sous une forme de prototype. J'ai fait quelques sons avec des étudiants en échange de passage. Ça a été un peu… Donc, j'ai fait les deux. J'ai fait écouter et lire. J'ai fait lire aussi. Personnellement, j'aime bien leur faire lire parce que je pense que c'est un exercice qui est important. Ça permet de voir un peu les problèmes de prononciation. Donc, maintenant qu'on va avoir des sons super bien faits et tout, dans mon idée, ce serait de leur faire lire une première fois, leur faire écouter ensuite pour qu'ils voient la prononciation des natifs. Et ensuite, on regarde ensemble, comme je t'ai dit, c'est-à-dire que vraiment, je pinpoint des éléments
voilà, qui me semble intéressant dans le texte. Alors, je sais que de notre côté, là, c'est pas le cas. Enfin, il n'y a rien qui attire l'attention des professeurs sur, par exemple, C'est une belle ville. Mais ce qui me semble, c'est que, en fait, selon votre propre relation au français et tout ça, je pense que vous verrez des choses différentes. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'écrire des dialogues qui soient naturels, même si c'est toujours un mot qui est un peu difficile parce que voilà, naturel, ça dépend des professeurs aussi, mais en tout cas, qui soit le plus proche possible d'un français qui parlait en France tout en restant accessible pour les étudiants. Et je pense que naturellement, si vous avez bien en tête cette logique, il y a plein de choses qui vont naturellement ressortir que vous allez trouver intéressant. Par exemple, un théâtre gallo-romain, il répond, il ne fait pas une phrase. Bon, c'est des petites choses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à faire aux étudiants, parce qu'en plus, ça peut amener des erreurs. Mais c'est intéressant de le voir mis en pratique dans une conversation. Mais sinon, il n'y a pas d'exercice spécifique sur ce dialogue et il peut être utilisé de plein de façons selon les pratiques de chaque professeur. D'accord, merci. Parce que je me demandais si tu leur faisais écrire un dialogue comme dans le MC1, comme dans Moi, je... Alors, non. Si, voilà, je veux dire, vraiment, un des maîtres mots de ce manuel pour moi, c'est la flexibilité parce que voilà, le problème des niveaux intermédiaires, c'est que les niveaux sont très différents selon le type de classe que vous avez, le nombre d'élèves, mais aussi au sein des classes, vous avez des étudiants qui sont juste passés en guili-guili, mais qui en fait ont un niveau assez faible avec des étudiants très avancés qui veulent partir en échange, qui sont surmotivés. Et il faut gérer tout ça. Donc, si vous avez envie de leur faire écrire des dialogues, comme c'est fait sur MC1, vraiment, rien ne vous en empêche. Mais ça n'a pas été pensé pour. Et si vous le faites, sachez que je pense que vous aurez du mal à tout mettre en un cours. Donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être diviser en 2 cours. Ou 1 cours et demi en tout cas, si vous voulez vraiment prendre le temps de faire écrire des dialogues. Merci. Merci à toi. Monsieur Lopez, oui. Ouais. Une question, ce livre, ce manuel plutôt, tu l'as pensé plutôt, puisqu'on parlait du niveau des étudiants, de la diversité des étudiants du niveau A2, tu l'as pensé plutôt pour des étudiants de français spécialistes, donc de Flansugogakka, ou plutôt de non spécialistes en Daini Gaikokugo? Parce que ça me paraît ambitieux, ce manuel. Alors, tout à fait. Et c'est basé sur des cours que j'utilise depuis 12-13 ans maintenant, que je faisais avec des polycopiés, que j'ai utilisés à la base dans des facs de non spécialistes pendant la majorité du temps, parce qu'en fait, là, donc maintenant, je suis à Sofia, et à Sofia, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait des cours pour des spécialistes. Donc, toutes ces leçons ont été pensées, toutes ces activités dans des classes qui n'étaient pas des classes de spécialistes, que j'ai fait en plus dans des universités très différentes et donc des universités aussi de niveaux très différents. Et plus qu'une question de niveau, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui joue, mais disons avec des niveaux de motivation par rapport à la langue française très différents sont les étudiants. Donc, j'ai testé le prototype dans des classes qui sont des classes de spécialistes et je comprends tout à fait hein, qu'il y a un saut par rapport à moi, de communication de première année, enfin A1. Mais mon expérience à moi, c'est que quand vous êtes face à des deuxièmes années pas motivés, qui ont pris le cours de deuxième année parce qu'ils ont réussi à avoir relativement facilement le crédit de première année, qui se disent bah, finalement le français c'est cool, j'ai facilement mon crédit, voilà, ça arrive. Quand vous essayez de faire des choses simples, en fait, les étudiants tirent le cours vers le bas et très vite, ça se délite. Parce qu'en première année, il y a la nouveauté du français, ils disent bonjour, merci, au revoir, ils sont contents et ça se passe bien. Mais en deuxième année, et c'est vraiment mon expérience pour avoir travaillé avec plein de manuels, c'est que ça se passait mal. Et je me souviens très bien d'ailleurs d'un de mes premiers cours de deuxième année. Enfin, d'ailleurs, c'était mon premier cours d'ailleurs, devant des non-spécialistes. On a commencé à travailler sur le manuel et tout le monde dormait. Il y avait un dialogue, c'était Taxi à l'époque. C'est pas contre Taxi en plus, mais voilà, il y avait un dialogue, personne ne comprenait rien. Je posais des questions, personne ne répondait. Et je leur ai dit, bon, fermez le manuel, on va faire autre chose. Parce que j'ai senti tout de suite
qu'en fait, en fait, ils n'y arrivaient pas. Donc, j'ai essayé de faire des choses plus simples, c'est-à-dire de reprendre ce que je faisais en première année. Et en fait, ça les ennuyait aussi parce qu'ils avaient l'impression de refaire la même chose. Et mon expérience, c'est que même quand vous avez des étudiants très peu motivés, d'un niveau très faible, si vous leur faites faire des activités qui sont en effet un peu exigeantes, en fait, ils vont trouver une motivation pour les faire parce que c'est amusant. Et c'est une autre chose, c'est une des raisons principales d'ailleurs pour laquelle, à mon avis, le groupe est très, très important. Parce que tout seuls, ils vont se sentir désemparés. Mais s'ils sont par groupe, en fait, vous leur demandez de faire, voilà, le cours, ça va être quoi? On va faire une grosse activité en groupe. Eh bien, c'est amusant. Voilà, même pour ceux qui ne sont pas très motivés, ils vont vite se rendre compte, c'est rigolo, on arrive à faire des choses. Et en accumulant des petites réussites, en fait, vous allez réussir à maintenir la motivation des étudiants. Moi, je pense vraiment que pour les cours intermédiaires, en fait, il faut un petit peu d'exigence. Et si vous y réfléchissez, c'est aussi, à mon avis, l'idée principale de Moi Jeu Communication A1, c'est-à-dire que la méthode immédiate, l'idée, c'est que même sur des classes pas motivées, si vous leur faites faire des petites conversations, ils vont pouvoir modifier des éléments pour parler d'eux, eh ben, ils vont être contents, ils vont être heureux et finalement, ils vont travailler, ils vont progresser. Ben, en fait, cette logique-là, à mon avis, elle est gardée. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus ambitieux. L'autre chose sur laquelle je vais attirer votre attention, et je pense que les deux leçons que je vous ai montrées le montrent assez bien, c'est qu'en fait, les leçons vont s'adapter au niveau des étudiants. Sur les propositions, par exemple, de définition, qu'est-ce que c'est un CENTO, par exemple? Une classe très avancée, ils vont sortir des choses complexes, des mots difficiles. Les classes peu avancées, ils vont juste copier la structure de gauche. C'est un lieu où, ils ne vont pas dire où, ils vont dire c'est un lieu que se lave, par exemple. Et là, vous corrigez, vous leur faites attention, etc. Vous allez avoir un travail qui va être plus aide sur la grammaire, l'élocution, alors que sur un niveau plus élevé, il y en aura peut-être un qui connaîtra public, par exemple, et qui va le sortir et dire « Ah, c'est bien, ça, public, c'est vrai, pour ceux qui ne le connaissent pas, notez-le, c'est un mot important. » Donc, les leçons, en fait, si vous voulez, c'est les étudiants d'une certaine façon. C'est pour ça aussi que l'absence de dictionnaire, à mon avis, est importante, c'est que c'est les étudiants qui apportent en fait ce qu'ils savent. Et du coup, naturellement, les leçons vont s'adapter au niveau des étudiants. Je ne sais pas si j'ai été convaincant, n'hésitez pas à me dire, hein, et je comprends que ça paraisse… voilà. Simon, je pense que c'est bien, hein, c'est exactement ce que tu avais décrit. Simon m'a prêté ses fiches il y a 3-4 ans, je les ai fait en cours aussi. Et c'est exactement ce que tu décris. Je pense que si on donne beaucoup d'activités à faire aux étudiants pendant le cours, ils vont être actifs, ils ne vont pas voir le temps passer, ils vont aimer. Par contre, si vous essayez de tout expliquer, et si vous centrez sur des explications au tableau, il faut faire comme si vous êtes trop pointilleux, là, vous allez peut-être rentrer dans le mur avec ce genre de manuel, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Je crois que les dialogues, etc., il ne faut surtout pas les expliquer. Je pense que ce que tu nous as décrit, Simon, c'est excellent. C'est-à-dire le dialogue, tu vas montrer 2-3 points intéressants et puis basta, quoi. Il faut surtout… voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte de m'en servir là. Dans 2 semaines, je commence. C'est gentil. Oui, et d'ailleurs, par rapport à ça, sur la conversation, par exemple, sur les activités, ce que tu dis est tout à fait vrai. Sur les sons de compétences, lorsque vous faites là, c'est juste un exemple d'activité, mais donc, vous verrez dans le manuel, donc à chaque fois, il y a une activité principale, une grosse activité. Il y a beaucoup d'interactions qui vont se faire en japonais. Là, par exemple, lorsqu'ils vont essayer de définir les mots, ils vont discuter en japonais entre eux, ils ne vont pas parler en français, bien évidemment. De la même façon, dans les sons de conversation, idéalement, il faudrait que ce soit qu'en français. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au début, ils vont poser un peu en suivant le manuel les questions, et puis il y en a un qui va répondre, et puis il va dire « et toi ?» et l'autre va essayer de répondre, et puis ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, ils vont juste lire leurs réponses. Mais en fait, ce n'est pas gênant, parce que c'est petit à petit qu'ils vont apprendre. Je veux dire, il ne s'agit pas d'un coup de faire une conversation en français parfait du tout, au contraire. Et de la même façon, ce qui va se passer souvent,
C'est qu'ils vont faire ça, tout le monde va dire un peu ce qu'il avait préparé, ils vont essayer de petites trois, selon la motivation des étudiants, des petites interactions nouvelles, etc., avec peut-être d'autres choses qu'ils ont vues dans les cours, ils vont rigoler un peu, puis au bout d'un moment, ils vont parler en japonais. Mais souvent, ils vont parler en japonais du thème. Donc, et en fait, moi, ça ne me dérange pas, parce qu'on est toujours dans une logique de, ils travaillent